8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est un spécialiste du Proche-Orient, Vincent Lemire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur RMC et sur BFM TV ce matin. Vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel en région parisienne et vous avez dirigé le centre de recherche français à Jérusalem jusqu'en août de l'année dernière, jusqu'en août 2023. Vous avez publié plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien notamment, et vous êtes notamment l'auteur de cette bande dessinée traduite dans une dizaine de pays, Histoire de Jérusalem, parue aux éditions des Arènes. Et vous allez, Vincent Lemire, nous aider à comprendre ce qui se joue actuellement dans la région, quelles conséquences cela peut avoir sur le reste du monde, et notamment sur la France et sur l'Europe, avec cette nuit encore des raids israéliens au Liban, une frappe notamment au centre de Beyrouth, sur un centre de secours du Hezbollah, 6 morts dans cette frappe sur le centre de la capitale libanaise. Côté israélien, les combats ont fait 8 morts dans des combats au sol, 8 soldats tombés sur le front. J'ajoute qu'Israël a frappé aussi plus au nord, en Syrie, à Damas, pour éliminer des responsables du Hezbollah, dont le gendre de l'ancien guide religieux Hassan Nasrallah. Vincent Lemire, est-ce que c'est la réponse israélienne à l'envoi de 200 missiles iraniens il y a quelques jours sur Israël? Non, malheureusement. Ce n'est pas la riposte. Ce n'est pas la riposte. La riposte va être bien plus violente. A priori, c'est le nouvel an juif depuis hier soir jusqu'à demain. On pourrait imaginer, on pourrait espérer que ça donne 24-36 heures d'accalmie. C'est pas toujours le cas. Quand Netanyahou était aux Nations Unies il y a 10 jours, j'ai dit ça nous donne peut-être 48 heures de calme. Et à ce moment-là, il y a eu l'assassinat ciblé d'Hassan Nasrallah. Donc, on ne sait pas ce qui se joue. Ce qui est sûr, c'est qu'on est au-delà de l'escalade. On est dans une phase d'embrasement généralisé. Vous dites la réponse d'envergure d'Israël, elle est encore à venir. Écoutez, hier, on a eu des offs. Il y a le G7. On demandait à Biden, est-ce que vous soutenez les Israéliens dans leur projet de frapper des sites nucléaires iraniens? Biden a répondu non. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il va y avoir une riposte, c'est de savoir de quelle ampleur elle va être. Elle sera forcément sur l'Iran. Elle peut pas être en dessous de ce qu'on avait eu au mois d'avril dernier, quand on avait eu ces quelques missiles balistiques et surtout des drones iraniens qui étaient passés dans le ciel israélien. Donc ça va être forcément plus fort. Et encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt des acteurs. Netanyahou, ça fait des mois que je le répète, Netanyahou a intérêt à l'embrasement. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de consolider son opinion publique. Pour l'instant, ça marche. Il a besoin d'effacer le fiasco du 7 octobre. Et il a aussi intérêt à embarquer les États-Unis là-dedans, parce que le 5 novembre, c'est dans un mois. Et s'il y a un embrasement, c'est l'électorat démocrate qui va être divisé. L'électorat républicain, il va être vent debout derrière Israël et derrière Trump. Donc, Netanyahou a intérêt à l'embrasement. Le Hamas aussi, le 7 octobre, ça a été déclenché pour ça. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 acteurs majeurs qui n'ont pas intérêt à cet embrasement, c'est le Hezbollah et l'Iran. Donc eux calculent leur coût. Mais vous dites, Vincent Lemire, que par exemple, quand le président iranien dit hier que l'Iran ne cherche pas la guerre contre Israël, ce n'est pas du bluff. Il ne veut pas la guerre contre Israël. Malgré l'envoi de 200 missiles, c'est ça qui peut paraître paradoxal. Alors, mais on est en guerre. La guerre est en cours. Et on parle toujours d'escalade. Moi, c'est un terme qui me gêne un petit peu parce que escalade, on a l'impression qu'on peut s'arrêter. Enfin, si vous escaladez une montagne, il faut vous arrêter. Là, on est plutôt dans une course à l'abîme. C'est une descente aux enfers. L'image qui me vient, moi, c'est un toboggan. C'est-à-dire que les acteurs ne maîtrisent plus, en fait, les termes de l'escalade, précisément. Et un missile peut tomber, pendant qu'on est en train de parler, un missile israélien peut tomber sur une école au Liban et faire 15 morts. Vous voyez, ça peut... Et les frappes iraniennes auraient pu tuer des civils de façon massive et peut-être donc accidentelle. On est dans un moment où tout peut arriver. La question, c'est dans ces frappes. Comment ? De blesser un mort, je rappelais dans les frappes iraniennes sur Israël. Une réponse d'envergure d'Israël pour essayer de comprendre avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs, de quoi il pourrait s'agir. C'est forcément ce que vous venez d'évoquer, des frappes par exemple sur les sites nucléaires iraniens. Ça peut être tenter d'éliminer le guide suprême iranien. Enfin, jusqu'où ça peut aller? Alors, on sait que on est pris d'un vertige quand on regarde les événements de ces derniers jours. On est obligé d'imaginer des choses inimaginables, puisque le 7 octobre était inimaginable. La mort de Nasrallah était inimaginable. On se dit que le nucléaire, c'est inimaginable. Les beepers, c'était inimaginable, d'accord ? Bon.
Le nucléaire, ça n'est faisable qu'avec l'appui tactique, stratégique des États-Unis. Et a priori, les États-Unis ne sont pas pour. Donc ce sera peut-être pas ça. On sait que Khamenei, le guide suprême iranien, a été mis en sécurité dans des sous-sols. Hein, il y a déjà plusieurs jours. Il est une élimination ciblée, comme ça s'est fait avec Nasrallah, c'est tout à fait possible. C'est dans la tradition, j'allais dire, israélienne. Et ça remonte c'est pas Nasrallah, 2004, mars 2004. Élimination du cheikh Ahmed Yassine, le numéro 1 du Hamas. Tous les gens qui nous regardent peuvent se dire, est-ce que l'élimination du numéro 1 du Hamas en 2004 a supprimé la menace du Hamas? Évidemment non, on a eu le 7 octobre derrière, mais sur le moment, ça bouscule l'adversaire et surtout ça donne un peu d'oxygène politique et électoral à Netanyahou. Vincent Lemire, je rappelle que vous êtes historien et que vous connaissez parfaitement la région à la lumière de tout ce que vous savez, de ces rappels que vous évoquez dans les précédents israélo-palestiniens. Est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment l'une des pires crises de l'histoire des conflits au Proche-Orient? Ah oui, c'est certain. Enfin, c'est certain. C'est la pire crise. Ce n'est pas exagéré. Ah non, c'est la pire crise du conflit israélo-palestinien. L'attentat du 7 octobre, c'est 1200 morts. À l'échelle de la France, c'est 9000 morts dans une seule journée. À Gaza, c'est 42 000 morts, sans doute plus. À l'échelle de la France, c'est 1,5 million de morts, dont 1 million de femmes et enfants. Ce qui se passe dans le cadre du conflit israélo-palestinien est absolument sans précédent. Encore une fois, 42 000 morts à Gaza en un an. La première intifada, est-ce que les gens qui nous écoutent savent combien de morts palestiniens il y a eu pendant la première intifada? En 5 ans. Et sur tout le territoire. Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est. 1000 morts. Là, on a 40 fois plus de morts en 5 fois moins de temps et sur un tiers seulement du territoire. Ce qui se passe est absolument sans précédent. Et de même au Liban, on est quand même déjà à 1500 morts depuis 15 jours, 2000 morts depuis un an, 1,5 million de Libanais réfugiés, dont 100 000 réfugiés en Syrie. Vous vous rendez compte? Des Syriens qui avaient fui la Syrie pour se réfugier au Liban, qui repartent, et des Libanais aussi qui vont en Syrie, sans compter les 80 000 Israéliens qui, depuis un an, sont réfugiés dans leur propre pays. Non, ce qui arrive est sans précédent, et on a raison, dans les médias français, on a raison de s'y intéresser, il faut s'y intéresser. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle, tant sur RMC que sur BFM TV, nous parlons autant de ce conflit avec nos envoyés spéciaux sur place, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, Vincent Lemire, pour nous aider à comprendre, toujours pour essayer de saisir l'enjeu de ce qu'il se passe. J'ai lu ce que vous écriviez il y a quelques jours, et c'était avant l'attaque iranienne contre Israël. Vous écriviez ceci: expansion des opérations terrestres israéliennes, menace iranienne, renfort américain, à partir de quel moment on a le droit de paniquer? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous, avec tout ce que vous savez sur la région, vous n'êtes pas loin de paniquer aujourd'hui? Oui, parce que moi je suis d'un naturel optimiste. Et donc, je me suis pas mal trompé depuis le 7 octobre. Parce qu'en fait, plusieurs fois, j'ai vu des portes de sortie pragmatiques pour les acteurs. Et par exemple, depuis plusieurs semaines, un cessez-le-feu à Gaza. Il était sur la table. Encore proposé il y a 7 jours. Il était proposé, il était prêt, il était paramétré. De 21 jours. Voilà. Ça, c'était le cessez-le-feu de 21 jours pour le Liban. Mais avant, il y avait le cessez-le-feu à Gaza. Le cessez-le-feu à Gaza, il aurait tout réglé d'un coup. Libération des otages israéliens encore en vie, protection des populations civiles de Gaza, stabilisation de la frontière nord, puisque le Hezbollah répétait matin, midi et soir que dès qu'il y aurait cessé le feu à Gaza, les tirs s'arrêteraient. Donc, il y avait des portes de sortie. Netanyahou avait d'autres choix. Il a intérêt à l'escalade, il a intérêt à l'embrasement. Et donc, j'arrête d'être optimiste, parce qu'en fait, on se trompe tout le temps. Combien de fois on a annoncé la fin politique de Netanyahou? Combien de fois on a annoncé un cessez-le-feu? Ça n'est pas arrivé. On a un embrasement qui est en cours. La seule bonne nouvelle, encore une fois, c'est que le Hezbollah et l'Iran n'en veulent pas. Juste, Vincent Lemire, vous évoquez ce tragique anniversaire du 7 octobre. Effectivement, ce sera lundi, et nous y consacrerons évidemment une large couverture sur BFM TV et RMC. Est-ce qu'il faut retenir son souffle jusque-là? Il se passera forcément quelque chose entre aujourd'hui et le 7 octobre et lundi? Le 7 octobre, ça va être une commémoration. Donc, en Israël, une commémoration, normalement, c'est une communion. Hein, c'est un moment donc. Mais c'est aussi un traumatisme. Mais c'est un traumatisme. Et vous avez pris la référence du 11 septembre, par exemple, aux États-Unis, pour dire ce qu'a vécu Israël. Tout de suite. C'est l'équivalent du 11 septembre pour les États-Unis. C'est le 11 septembre israélien. En fait, en équivalent de mort, c'est bien pire. Hein. Mais c'est bien pire aussi parce que le 11 septembre au soir, les 2 tours étaient tombés. C'est terrible à dire, mais c'était terminé d'une certaine manière. Et on pouvait passer à autre chose. Enfin, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan, l'opération en Irak, voilà, c'est ça, par on pouvait ailleurs. passer aux répliques. Mais le 7 octobre, il y a 250 otages qui sont pris.
il en reste encore une centaine à Gaza. Donc d'une certaine manière, c'est un attentat à longue durée, qui dure encore. C'est comme si, c'est ce que les Israéliens appellent un jour sans fin. Ils comptent les dates en fonction du mois d'octobre dernier, parce que tant que les otages ne sont pas sortis, ils sont toujours dans le trauma du 7 octobre 2023, et Netanyahou a intérêt à les laisser bloqués dans ce trauma. Vous dites d'ailleurs que l'histoire le jugera sévèrement Benyamin Netanyahou. On a vu que l'opération au Liban et l'élimination du chef religieux Hassan Nasrallah, chef de la milice chiite du Hezbollah, lui a permis de gagner en popularité. Est-ce que cette popularité, pour le terme politicien dans la période tragique, est durable, ou est-ce que précisément la question du retour des otages peut le mettre en difficulté dans les jours ou dans les mois prochains ? Quand les armes se vous disiez, Nouvel An juif, il y a des familles encore qui... Oui, le Nouvel An juif, c'est un moment important. Qui fêtent ce moment sans leurs proches qui sont retenus dans la bande de Gaza. Le Nouvel An juif, c'est un moment d'introspection, d'examen de conscience, et qui va conduire dans 10 jours à Yom Kippour, le jour du grand pardon. On est censé effacer d'une certaine manière tous les conflits de l'année précédente pour repartir sur une nouvelle année. Quand les armes vont se taire, quand la guerre sera terminée, immédiatement, les Israéliens vont demander des comptes à Netanyahou. Et c'est pour ça que la guerre ne s'arrête pas. Au printemps dernier, sur un autre plateau, je disais, mais en fait, la guerre de Gaza est en train de s'enliser. C'est une impasse stratégique. 1 an de guerre, 42 000 morts. Il y a la moitié des combattants du Hamas qui sont encore en vie. Sinwar est toujours dans ses tunnels. Les tunnels sont toujours là. Et il y a encore de l'armement. Et il y a le nouveau chef du Hamas. Et il y a encore des otages. Et Sinwar est le nouveau chef du Hamas. Donc c'était une impasse stratégique. Et j'ai dit, mais Netanyahou a besoin d'une guerre, donc peut-être qu'il va passer d'une guerre à Gaza à une guerre avec le Liban. Et on m'a dit, mais comment, etc. Mais on y est. Et après le Liban, pourquoi pas l'Iran ? Voilà. On est dans cette logique d'embrasement. Hier, on a appris que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était désormais persona non grata en Israël. Les Nations Unies qualifiées de farce par le Premier ministre israélien. Qui peut empêcher aujourd'hui, puisqu'on voit que ça ne se joue plus au niveau des instances multilatérales internationales, qui peut empêcher, Vincent Lemire, le pire d'advenir ? Est-ce que, par exemple, vous rappeliez que les Américains mettaient traçaient une ligne rouge autour des installations nucléaires iraniennes ? Est-ce que quand Joe Biden dit à Benyamin Netanyahou le nucléaire iranien, c'est non, est-ce qu'il est écouté ? C'est le seul qui peut. Qui peut arrêter les choses. Oui, c'est le seul qui peut. Il n'y a personne d'autre. La France, mais l'Europe. Oui, mais là, ça n'existe plus. L'image que je prends, si vous avez un ami, même très proche, qui est ivre, vous l'empêchez de conduire, d'accord ? Et s'il insiste trop lourdement, vous lui prenez, vous lui confisquez les clés de sa voiture. Biden fait le contraire. Il donne les clés à Netanyahou, il continue de livrer les armes, il monte dans la voiture, parce qu'il dit on va s'associer à la riposte contre l'Iran, et en plus il passe le volant à Netanyahou. La seule question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce qu'il va l'encourager à accélérer ou pas ? C'est ça. Mais si vous revenez sur la question de l'ONU, ça raconte beaucoup de choses. C'est une déclaration sans précédent, de mon point de vue. C'est-à-dire un État comme Israël qui dit le secrétaire général de l'ONU est persona non grata sur le sol israélien, ça raconte beaucoup de choses de l'histoire très ambivalente. Vincent Lemire. D'une certaine manière, pour moi, c'est tuer le père. Israël est né d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU en 1947. Tous les Israéliens le savent, de gauche, de droite, laïcs, religieux, ils le savent. Peut-être que ça leur fait mal de s'en souvenir, mais c'est comme ça. Et donc, c'est des relations très, très ambivalentes, Israël et l'ONU. C'est l'ONU qui a créé Israël, mais 1 an après, en 1948, on sait que des terroristes israéliens ont assassiné Folke Bernadotte, le médiateur de l'ONU. Donc, Israël a une histoire très très ambivalente, très très équivoque avec l'ONU, et c'est un nouvel épisode. Et donc quelles conséquences ça peut avoir ? Ça veut dire que dans les faits, l'ONU n'existe plus aujourd'hui ? Les conséquences, c'est que Netanyahou fait partie des dirigeants du monde qui considèrent que l'ordre mondial mis en place après la Deuxième Guerre mondiale est terminé. On est sorti du règne du droit et on entre dans le règne de la force. La loi de la jungle. Il y a lui, il y a Poutine, il y a Trump, il y avait Bolsonaro. La question, c'est les gens qui nous entendent, je pense qu'ils n'en peuvent plus d'entendre le mot droit international. Parce que c'est complètement usé, c'est complètement lessivé. Le droit international, c'est pas seulement une invocation éthique ou morale, c'est aussi un outil pragmatique de règlement des conflits. Quand vous avez 2 personnes en France qui veulent s'entretuer, vous avez un juge qui s'interpose. Entre les États, c'est pareil. Quand 2 États veulent se faire la guerre et s'entretuer, il faut un juge, il faut du droit pour s'interposer. Il faut que les gens qui nous écoutent se mettent ça dans la tête. Le droit international, c'est pas seulement
une discussion philosophique, c'est aussi un outil pragmatique de règlement des conflits. Vincent Lemire, je rappelle que vous avez dirigé le centre de recherche français à Jérusalem de 2019 jusqu'en août 2023, donc jusqu'à août de l'an dernier. Quelle place pour la France dans cette crise, dans cette guerre? Traditionnellement, la France a une voix Mais la France au Proche-Orient. Elle est encore entendue? Mais la semaine dernière, elle a encore une voix à porter? L'appel au cessez-le-feu entre les États-Unis et la France qui a été porté à l'ONU, c'était une percée diplomatique. Et moi, ce matin-là, j'ai été fier de la diplomatie française. La France, elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc c'est faux de dire qu'elle ne compte plus, par exemple. C'est le seul siège, mais les Français adorent dire qu'ils comptent plus. Et en même temps, ils sont super fiers et ils ont organisé les plus beaux JO de l'histoire. Bon, ça, c'est le problème français. La France... Factuellement, la France a un siège au Conseil de sécurité. C'est le seul siège européen depuis le Brexit, depuis que la Grande-Bretagne est sortie. La France a un lien historique évidemment très très fort avec le Liban. Le Liban, c'était un mandat français jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 23 000 Français qui vivent encore aujourd'hui au Liban. Et la France a un lien très très fort avec Israël. Rappelons-nous que c'est la France qui a fourni l'arme nucléaire aux Israéliens dans les années 50. Et la France a un lien très très fort avec la Palestine. Donc, oui, bien sûr, la France a un rôle à jouer si elle veut. Et puis par ailleurs, la France, elle abrite la première communauté juive et la première communauté musulmane d'Europe, de très très loin. Donc de toute façon, elle n'a pas le choix. Parce que dans nos rues, dans nos réseaux sociaux, il y a le feu et donc il faut s'en occuper. Très brièvement, Vincent Lemire, pour m'expliquer, c'est une question qui m'a été posée, pour tout vous dire, par une téléspectatrice originaire du Liban qui m'a dit je n'ai pas... eu de réponse, Madame Latrousse, à cette question. Est-ce que le Liban, est-ce qu'Israël, est-ce que la région est plus sûre avec l'élimination d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, et avec la déstabilisation du Hezbollah en général? Sa disparition, elle règle ou elle ne règle pas la question de la sécurité dans la région? Bien sûr que non. Est-ce que la région était plus sûre quand on a éliminé le numéro 1 du Hamas en 2004? Oui, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants en évoquant aussi toutes les opérations israéliennes au Liban, 1982, 2003, 2006, à chaque fois, ça a coûté son poste à un Premier ministre israélien et à chaque fois, ça a contribué à déstabiliser un petit peu plus la région. À très court terme, ça sert les intérêts électoraux et politiques de Netanyahou. À long terme, c'est mortifère. Le Hamas, qui pour vous n'a pas été déstabilisé, en tout cas pas fondamentalement, pas fondamentalement, pas déstructuré, pas éliminé. Je reprends mes mots. Pas éradiqué, puisque c'était le but de guerre de octobre dernier. Il a revendiqué l'attaque qui a eu lieu il y a quelques jours à Tel Aviv. Revendication opportuniste, ou c'est encore un groupe qui est en mesure de menacer la sécurité des Israéliens? Le Hamas est fortement implanté en Cisjordanie. Apparemment, ces deux assaillants venaient de la ville d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est aussi un théâtre d'affrontements très dur depuis un an. Mais ça passe sous les radars parce que vous ne pouvez pas tout couvrir. En Cisjordanie, il y a 700 morts palestiniens depuis un an. Encore une fois, c'est pratiquement autant que la première intifada en 5 ans. Donc la Cisjordanie, c'est aussi une cocotte minute. Ça peut exploser en Cisjordanie, ça peut devenir un troisième front. Et en tout cas, l'attentat gravissime, l'attentat terroriste qui s'est passé à Jaffa, Tel Aviv, il y a 2 jours, le prouve. Il y a des armes en Cisjordanie. Il y en a d'autant plus, d'ailleurs, que 250 000 permis de port d'armes ont été distribués par le ministre Ben-Gvir aux colons de Cisjordanie. Et on sait très bien que les armes circulent en Cisjordanie, partout, de tous les côtés. Tous les services de sécurité israéliens le savent. Lundi, il y a donc cette journée de commémoration en Israël, de la journée du 7 octobre. Il y a aussi cette menace de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse toujours contre Benyamin Netanyahou et contre son ministre de la Défense, mandat requis par le procureur, mais toujours pas délivré. Vincent Lemire, dans quelle mesure est-ce que cette menace de la Cour pénale internationale influe aussi sur les décisions d'Israël et de son Premier ministre aujourd'hui? C'est une menace qui est prise en compte ou pas? Oui, Netanyahou a très peur de ce mandat d'arrêt. Alors même qu'il ne reconnaît pas la Cour pénale internationale dont il a dit... oui, mais il ne pourrait plus voyager dans aucun pays signataire de la CPI, donc dans toute l'Europe. Et la CPI demande également un mandat d'arrêt contre Yahya Sinwar. Pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Il y avait 3 mandats contre le Hamas et 3 mandats sur Israël. Le droit international, il n'a jamais été autant piétiné, dévasté que depuis un an, que depuis le 7 octobre y compris. Et en même temps, il n'a jamais été autant invoqué. Pourquoi? Parce que les diplomates sont impuissants et donc on en appelle aux juges. Les juges du droit international, la CPI, le procureur de la CPI, la CIJ, la Cour internationale de justice pour les États, ont aujourd'hui un rôle éminent pour réarmer le droit international et pour essayer de s'interposer entre les belligérants. C'est la seule chose à faire, en particulier quand on est leurs alliés. Je retiens ce que vous venez de nous dire, Vincent Lemire, historien, professeur, spécialiste du Moyen-Orient. C'est les juges, ce sont les juges et les diplomates
qui finalement auront le pouvoir pour faire cesser les armes. Merci d'avoir été l'invité de RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Histoire de Jérusalem aux éditions des Arènes. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous, Vincent Lemire, et bonne journée à tous. Merci beaucoup.